Donc, bon, moi, j'étais déjà venue l'année dernière, hein, donc je ne vais pas vous représenter l'intégralité de ce qu'on fait. Je voulais juste focaliser aujourd'hui sur un exemple pour vous rappeler à quel point il peut être intéressant, effectivement, de travailler comme on le fait dans Matech. Et je dois dire que vous constituez un réseau qui, pour moi, est vraiment un modèle. Je travaille dans une structure qui ne fait clairement pas que des CSM. Hein. Je fais même beaucoup plus de cancéro que de CSM au quotidien. Et je peux vous dire que des réseaux de cliniciens aussi dynamiques et où on sent un tel esprit de cohésion, parce que aussi vous travaillez sans doute sur des pathologies ou des indications ou des méthodes d'action qui sont rares et qui font que vous êtes obligé de vous mettre à plusieurs, c'est remarquable et c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, tout ceci étant dit, on va parler un petit peu d'interaction entre les CSM et une cellule qui n'intéresse personne, c'est pour ça que j'en parle, qui est le lymphocyte B. Donc, le lymphocyte B, moi, ça m'intéresse parce que c'est aussi la cellule qui donne un lymphome, et on travaille beaucoup au laboratoire, vous le savez sans doute, sur l'interaction entre les cellules du micro-environnement, les cellules stromales du micro-environnement, qui dérivent de cellules mésenchymateuses précurseurs et les cellules tumorales. Mais aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler d'aspects cliniques et mécanistiques. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'interaction entre CSM et lymphocyte B? On sait un certain nombre de choses et nous avions été les premiers à montrer notamment que, alors que les CSM au repos sont capables de soutenir la survie de lymphocyte B, eh bien, lorsque ces CSM sont primés par de l'interféron gamma, elles se mettent très clairement à inhiber complètement la prolifération des lymphocytes B, on est bien lymphocytes B normaux, hein, et cette inhibition de la prolifération des lymphocytes B, on avait pu montrer à l'époque, avec des inhibiteurs, des siRNA et tutti quanti, que c'était lié à la présence de l'enzyme IDO. Donc IDO, hein, je vous rappelle, c'est cette enzyme qui est si importante pour dégrader le tryptophane et qui est très importante dans les propriétés immunosuppressives des CSM humaines. C'est quand même une différence, il y en a d'autres, importante entre l'homme et la souris, il y en a 2-3 autres, mais notamment, c'est les mécanismes d'action des CSM qui, a priori, pour le même type d'activité, impliquent plus d'autres enzymes, comme par exemple l'INOS chez la souris. Alors par ailleurs, hein, je vous signale que si on prime les cellules stromales, non pas avec de l'interféron gamma, mais avec du TNF seul, sans interféron gamma, on obtient des cellules qui sont beaucoup plus capables de médier la survie des cellules immunitaires et des lymphocytes B en général. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une hétérogénéité fonctionnelle qui est très dépendante du contexte, que l'on voit moins quand on utilise des lymphocytes T, puisque eux-mêmes produisent de l'interféron gamma, mais qu'on voit bien sûr très fortement quand on utilise des B qui n'en produisent pas. Alors, si on s'intéresse donc à ça, rôle d'IDO, les B et les CSM et le rôle d'IDO, est-ce que ça a un impact justement sur les questions, et j'avais vu que j'avais avant moi des interlocuteurs particulièrement éminents, donc sur l'utilisation des ASC versus des BMMSC. Alors ça, c'est une question que tout le monde pose depuis longtemps, et dans un travail collaboratif qu'on a pu mener en particulier sous l'égide de Philippe Bourrin, mais avec l'ensemble du groupe Stromalab à Toulouse, on a pu mener une étude dans laquelle on a comparé en fait des CSM issus de tissus adipeux et de moelle osseuse avec les mêmes donneurs. Vraiment, la force de cette étude, c'est qu'ils ont pu, à Toulouse, produire des CSM de ces deux tissus à partir du même donneur, gommant par là même l'hétérogénéité interindividuelle qui, de toute façon, existe de façon évidente. Quand on fait ça, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, on l'a dit, mais là, ça permet de le voir encore mieux, les ASC, ce ne sont pas des BMMSC. Ça, c'est une analyse non paramétrique, donc si on prend tous les gènes, hein, déjà, ça se clusterise plutôt bien. Et si on regarde, si on calcule la distance euclidienne entre les CSM de tissu adipeux et de moelle osseuse, eh bien, on voit qu'une CSM de moelle osseuse, c'est plus proche d'une CSM allogénique que de son ASC autologue. Donc, c'est plus important le tissu que l'individu. Ça ne veut pas dire que l'individu ne compte pas, hein, mais plus important. Si maintenant on regarde les gènes différentiellement exprimés, il y en a plein. Et on va dire que dans les grandes pathways, on retrouve de façon attendue, hein, pour les BMSC, les voies chondrogéniques ostéogéniques, l'identité péricytaire, intégrine, TGF, etc. Et pour les ASC, en dehors de tout un tas de pathways associés au métabolisme, on trouve la réponse immune et inflammatoire. Et ça, c'est intéressant parce que si on va un peu plus loin, on se rend compte qu'on a énormément de gènes qui sont des molécules pouvant être impliquées dans l'interaction avec les cellules immunitaires qui sont différentiellement exprimées entre les ASC et les BMSC. Et ce qui est encore plus intéressant, ce que j'ai mis en bleu, c'est que depuis qu'on a fait cette étude, on a pu purifier des cellules stromales mésenchymateuses issues de moelle osseuse ou de tissu adipeux, donc pas après culture, hein, ex vivo. Et toutes ces molécules en bleu, on les trouve différentiellement exprimées entre des cellules stromales mésenchymateuses de moelle et de tissu adipeux in situ, suggérant bien qu'il y a un imprinting tissulaire qui persiste au cours de la culture de ces cellules pour un usage clinique.
Et là, vous le voyez également en termes protéiques, tout bêtement, ça c'est vraiment de l'ex vivo, je prends des cellules, je fais de la cytométrie, eh bien on voit que les CSM, par exemple, expriment plus VCAM alors qu'elles expriment moins ICAM et qu'elles expriment plus d'HLA-DR de façon relativement importante. Encore une fois, ça c'est de l'in situ. Alors, est-ce que ça a un impact par rapport à ce qu'on a dit précédemment, mon histoire de CSM versus lymphocyte B? Eh bien, la réponse est oui. Clairement, si on compare tout d'abord les propriétés des CSM à empêcher la mort des lymphocytes B, donc sans stimulation, eh bien, vous voyez que les BMSC sont plus efficaces pour ça. Et ça, c'est directement lié à ce que je vous ai montré précédemment, qui est la surexpression de VCAM par ces cellules. D'ailleurs, si je prends des CSM de moelle et que j'inhibe VCAM dedans, eh bien, je perds la capacité à médier l'adhésion et la survie des lymphocytes B. En tout cas, je la diminue. Qu'est-ce qu'il en est pour IDO? Alors bien sûr, quand je compare le transcriptome de CSM de moelle et de tissu adipeux, je ne vois pas d'IDO, puisqu'elle n'exprime pas IDO en situation de repos. Par contre, si je stimule ces cellules en autologue par des doses croissantes d'interféron gamma, eh bien, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, les ASC ont une sensibilité à l'interféron gamma, pas générale, mais pour la réponse à la production d'IDO, qui est augmentée par rapport au CSM de moelle du même patient. Sauf fibre analogénique, bien sûr, mais en autologue, ça permet de le voir de façon plus forte. Et en association avec ça, on a une plus grande capacité des ASC à inhiber la prolifération des lymphocytes B. Alors là, vous me direz, donc je dois aussi avoir une plus grande capacité à inhiber la prolifération des lymphocytes T, pardon. Je dois avoir une plus grande capacité à inhiber la prolifération des lymphocytes B, puisque c'est aussi un phénomène ILO-dépendant. Et la réponse est non. Donc ce que ça montrait, c'était qu'il y a bien un impact de l'origine tissulaire sur les propriétés immunologiques des CSM, mais en fait, on n'a aucune différence dans la capacité des CSM activés à inhiber les B, ce qui suggère qu'il doit certainement exister des mécanismes indépendants d'IDO. Alors, on a d'autres pistes pour penser qu'il existe des mécanismes indépendants d'IDO qui nous ont été apportés par quelque chose dont on a également parlé juste avant, qui est l'influence de la sénescence sur les propriétés immunologiques des CSM. Donc, ce qu'on vous a dit, et on a publié un article en 2017 également là-dessus, c'est que quand on prend des CSM, qu'elles soient issues de moelle osseuse ou de tissu adipeux, et qu'on induit leur sénescence en culture, donc moi je compterais plutôt qu'en termes de population doubline, je compterais sur, qu'elle ne me regarde plus du coup, mais en termes d'expression de marqueurs associés à la sénescence pour qualifier le moment où tu perds les propriétés et notamment l'activité IDO. Donc, quand on arrive à des cellules sénescentes, eh bien, ces cellules ne sont plus capables d'inhiber la prolifération des lymphocytes T. Et ce qu'on a pu montrer dans ce travail, c'était que ça, ce n'était pas dû à une incapacité à produire IDO, d'un point de vue ARN, ni protéique. C'était lié au fait que lorsque les CSM entrent en sénescence, elles surexpriment des E3 ubiquitinases qui sont associées à la dégradation d'IDO par le protéasome. Et donc, en réalité, IDO est bien produit, mais il est dégradé. Et donc, on a de l'ARN d'IDO, tout à fait normalement, mais on n'a pas d'activité, ou beaucoup moins d'activité IDO. Donc, on avait pu montrer ça inhibe différemment la prolifération des lymphocytes T. Et puis, le revueur nous avait dit, vous n'avez pas regardé sur les burs. Bah, oui, ça va être pareil. Et pouf, évidemment, ce n'est pas du tout pareil, puisque lorsque j'ai des CSM donc non sénescentes et que je les traite par interféron gamma, elles inhibent la prolifération B. Mais lorsque j'ai des CSM sénescentes et que je les traite par l'interféron gamma, elles inhibent encore mieux la prolifération des B dans un système où je n'ai plus d'activité IDO. Donc ça ne veut pas dire qu'IDO ne peut pas jouer un rôle, ça veut dire qu'il y a d'autres mécanismes qui ne sont induits que dans le processus de sénescence, ou en tout cas induits dans le processus de sénescence, et qui sont capables d'inhiber les B. Donc, si on résume un peu ce que je viens de vous dire précédemment, il y a des questions ouvertes qui sont évidentes. Quels sont les mécanismes d'inhibition des lymphocytes B en dehors d'IDO? Et pour ça, finalement, de façon un peu pas attendue, on a un modèle dans lequel on peut le travailler puisqu'on n'a plus d'IDO et qu'on inhibe très bien les B, sachant qu'on a deux mécanismes d'induction de sénescence au laboratoire, la sénescence réplicative, et on fait vraiment la sénescence réplicative, c'est-à-dire qu'on cultive et on attend, et pour les ASC notamment, c'est assez long. Et puis, une sénescence qui est induite par les pesticides. Il y a des travaux récents qui ont montré que les pesticides aux doses, malheureusement, qui sont les doses d'exposition que l'on a spontanément dans notre environnement, eh bien, induisent la sénescence des CSM. Cette sénescence, elle est très claire. Elle est associée également à une perte de l'activité IDO. Par contre, elle n'est pas associée à une augmentation de prolifération des lymphocytes B. Donc, on a deux mécanismes, on a de la sénescence avec des propriétés immunologiques différentes. Donc ça, ce qu'on est en train de faire là-dessus, c'est du RNA sec, de l'attaque sec et tout ce qu'on veut pour essayer de comprendre justement spécifiquement les mécanismes IDO-indépendants. Et puis, ce que ça ouvre aussi, c'est finalement cette interaction CSM-B dont on voit qu'elle existe, dont on voit qu'elle est très modulée par l'environnement, dont on voit qu'elle met en jeu des facteurs différents. Est-ce qu'elle a un rôle clinique ?
Et pour ça, je vais vous présenter un travail que l'on mène avec Dominique dans le cadre du protocole sclérodermie. Donc, dans le cadre de ce protocole qui vous a été largement présenté, puis qui va être représenté par Dominique, donc je ne vais pas du tout parler du protocole ni de la clinique, mais on avait commencé par analyser les patients. Alors, il y a eu plein d'étapes dans ce protocole, donc qui fait que les patients ont été inclus, on va dire, selon un temps relativement prolongé, et donc, notamment pour des questions réglementaires. Et lorsqu'on avait fait l'analyse phénotypique des 10 premiers patients, donc avec des panels de cytométrie très standardisés qu'on analyse avant, à 1 mois et à 3 mois, donc ça, c'est ce qu'on fait pour tous les patients inclus dans les essais CSM en France, avec une partie des patients qui sont monitorés à Montpellier et une partie à Rennes. Quand c'est des essais avec moins de patients comme ça, on fait tout dans un même endroit. Quand c'est des essais avec plein de patients, on se sépare en deux pour être capable d'assumer, bien sûr, ce monitoring. Et donc, ce qu'on avait vu chez ces patients, c'était une diminution spécifique et transitoire des TCD4 effecteurs memory, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre modification des autres compartimentés. Et donc, la question qui pouvait se poser, c'est est-ce qu'on a des mécanismes régulateurs associés? Et comme tout le monde disait que ça jouait sur les Treg, on s'est dit peut-être que ça joue sur les Treg. Bon, chez ces patients, le fait est que non, on n'a dit ni modification du taux, ni du pourcentage de T régulateurs. Donc, est-ce qu'on pourrait trouver autre chose? Alors, on avait également des tubes qui ciblaient les cellules myéloïdes. On n'a pas vu de modification, notamment des MDSC ou de cellules MDSC-like. Et puis, on avait des tubes qui ciblaient les compartiments B. Il n'y a aucune modification sur les B naïfs, mémoire, les plasmos. Par contre, de façon tout à fait spécifique, on a une augmentation des B transitionnels. Et ça, ce qui est marrant, c'est qu'on l'a également dans un autre protocole qui n'a juste rien à voir, qui s'appelle ADIPO-A2, qui ne sont pas les mêmes types de cellules, ce n'est pas les mêmes types de patients. Bref, ça n'a rien à voir, mais on a la même chose. Donc on s'est dit, est-ce que finalement, on pourrait avoir, au travers de cette action sur les B régulateurs, ça ne dit pas du tout qu'elle est directe, hein, ça dit juste qu'il y a une augmentation des B transitionnels in vivo, est-ce que ça pourrait refléter un effet sur des B régulateurs? Alors il y a quand même un certain nombre de travaux dans la littérature qui suggèrent dans différents modèles in vitro ou dans un cas chez des patients qu'on pourrait avoir, en réponse à des CSM, une augmentation de B avec en tout cas certaines caractéristiques de B régulateurs. Et donc la question qui peut se poser, c'est finalement est-ce qu'on a le même type de choses dans ces protocoles? Alors là, c'est là où je reviens, donc on en est au début de l'histoire, parce que forcément on s'est rendu compte de ça, il faut déjà avoir accumulé un certain nombre de patients, donc après on entame les études comme on a pu banquer les cellules. Le gros intérêt, c'est que quand on banque les cellules, vous pouvez les débanquer, enfin, c'est même un peu l'idée, et donc vous allez pouvoir revenir sur des études fonctionnelles qui sont liées à ce que vous avez vu dans des approches très descriptives qui ne vous donnent aucune idée mécanistique derrière. Donc, par exemple, on peut décongeler des PBMC qu'on a congelés et regarder la production d'IL-10. Et ça, c'est assez rigolo. Ça, c'est typiquement un patient qui n'a pas du tout augmenté ses B transitionnels. Et ça, c'est un patient qui a augmenté ses B transitionnels spécifiquement à M1. Et en fait, il a également une augmentation de ces B qui produisent de l'IL-10 in vitro. Et sur les échantillons frais, là, des nouveaux patients, on les reçoit et on les trie au trieur à l'arrivée. On sort les B non naïfs et on fait de la qPCR sur le bulk et en single cell. Et ce que je peux vous dire à ce stade, on n'a analysé que 4 patients pour l'instant, donc bon, voilà, c'est qu'on a une augmentation effectivement de l'IL-10 dans le compartiment B. Et l'idée du single cell, c'est est-ce qu'on a certains B qui sont augmentés ou bien est-ce que c'est globalement une augmentation de l'IL-10. Voilà. Ce qu'on fera également sur ces échantillons, c'est le répertoire BCR en race PCR qui est tout à fait faisable et qui consomme très peu de matériel. Alors ensuite, finalement, si on a ça, est-ce que in vitro, je suis capable de voir quelque chose qui a à voir avec ça? C'est-à-dire si je mets mes cellules sénescentes avec des B, est-ce que je vois des marqueurs de régulateurs qui apparaissent sur mes B au-delà de mon histoire d'inhibition de prolifération? Eh bien, la réponse est oui. Je ne vous montre pas tout ce qu'on a fait, mais vous voyez ici des cellules, quand on co-cultive des B avec des cellules sénescentes et jamais avec des cellules pas sénescentes, on augmente des marqueurs qui sont des marqueurs très bien décrits comme étant associés au phénotype régulateur, comme CD5, c'est un marqueur membranaire que beaucoup de gens utilisent, mais également la sémaphorine 3A, qui a une fonctionnalité importante sur les B régulateurs et qu'on trouve très spécifiquement et très fortement augmenté lorsqu'on cultive des CSM avec des B et qu'on trie bien sûr les B derrière pour regarder la modification de leurs propriétés. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'être capable de passer d'études in vitro à des études in vivo et d'études in vivo à des études in vitro. Tout ça, ça nécessite clairement un lien très fort avec les cliniciens, un banking, et de pouvoir revenir du coup a posteriori sur les cellules pour essayer d'en extraire d'autres informations que celles qu'on aurait pu extraire initialement. Donc les CSM sénescentes induisent spécifiquement des marqueurs BREG sur les lymphocytes B.
Voilà ce que je voulais vous dire. C'était vraiment l'idée de vous montrer comment est-ce qu'à travers une étude clinique, on est capable de jongler entre de la biologie et la clinique. Et je voudrais vraiment profiter de ce moment pour remercier 2 personnes qui me paraissent très très importantes. Enfin, en tout cas, moi j'ai envie de les remercier. D'abord, j'ai envie de remercier Dominique parce que ça a été très bien dit précédemment, mais moi c'est la personne la plus accrocheuse que je connaisse, et je pense qu'on a vraiment besoin de gens comme ça, et je trouve ça vraiment fantastique. La deuxième personne que je voudrais remercier, qui n'est pas là aujourd'hui, qui, pour moi, sans elle, on n'en serait pas là dans le domaine des CSM en France, et je le dis, c'est Luc Sansebé. Ceux qui sont proches de lui savent qu'il est dans une période difficile. Si vous l'aimez, c'est le moment jamais de lui envoyer des messages pour lui dire que vous l'aimez bien. Et je pense que c'est important aussi de penser aux gens qu'on aime bien. Excusez-moi. Voilà, je vous remercie de votre attention.